Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Hervé, également Fabien du studio Pasta Games, également de Médoc, et nous allons parler de leur prochain jeu qui s'appelle Pix le chat. Bienvenue dans Extra Life. Pasta Games, déjà très brièvement, on va revenir un petit peu sur vos précédentes productions. Vous avez fait pas mal de jeux. Le dernier qui a beaucoup fait parler, c'était la version iOS de Rayman. C'est Rayman Jungle Run, qui était excellent. C'est Jungle Run, c'est ça? Parce qu'il y en a un autre ensuite, c'est Fiesta Run, qui était fait ailleurs. Ensuite, vous avez également travaillé sur un jeu qui s'appelle Maestro Japan Music, qui était excellent, qui était sorti sur DS, un petit jeu rythmique de plateforme. Il y avait également, vous avez partagé pendant très longtemps les locaux d'Arkedo, et donc vous avez pu bosser avec eux sur certains jeux, dont Arkedo Series numéro 3, qui s'appelait Pix, et c'était avec Pix le chat. Et donc du coup, c'était un jeu un petit peu d'arcade basé sur la vitesse, et on avait également la possibilité de rentrer à l'intérieur de pixels pour ensuite aller les explorer. Un principe qu'on le retrouve là dans votre nouveau projet, Pix le chat. Donc avant d'en dire plus, déjà j'ai oublié des choses sur Pasta Games ou pas? Est-ce qu'il y a des jeux très importants ou... On a fait un autre jeu qui s'appelait Burn It All aussi, qui était un puzzle game avec des petites flammes où il fallait tout brûler. Ouais. Il était sorti sur quoi celui-là? Alors celui-là était sorti sur iOS, Android et je crois même qu'il est disponible sur les set-top box Orange. D'accord, ok. J'ai checké, ça je connaissais pas celui-là. On a fait des trucs. Et Pix le chat, on en avait déjà parlé à l'antenne. En fait, tout simplement, lors de la dernière Paris Games Week, il y avait un petit espace indépendant. Et donc, il y avait pas mal de développeurs français qui présentaient leurs jeux déjà sortis ou en cours de développement. Fabien était là, il nous avait parlé un petit peu de Pix le chat, qui était présenté sur une borne d'arcade carrément. Donc, pendant qu'il faisait l'interview, il jouait. Il masterisait comme un ouf, il l'a pété un tout petit peu. On va voir justement l'extrait de cette interview. C'est un jeu avec Pix le chat, donc qui était le héros de 0.3 Pixel, de l'Arkedo Series et de Pix & Love Rush, puisque c'était le même petit bonhomme, qui revient ici enfin dans un jeu qui zoome, puisque c'était quand même notre vieux fantasme depuis le début. Et c'est un jeu qui est un mélange de Pac-Man, de Snake, le tout dans un monde fractal, qui passe son temps à exploser la notion de distance. Alors que la notion de distance est centrale dans un jeu comme Snake, puisqu'on se trimballe derrière soi avec une queue énorme, et que le but est de ne pas s'enfermer. Et donc l'avantage, c'est que là, en remontant ou en descendant dans les dimensions, on va pouvoir aller enfermer et enrouler notre queue dans des endroits qui sont beaucoup plus denses au niveau spatial. Alors, déjà, Fabien, est-ce que donc on va faire le point sur Pix le chat. Il y a eu une annonce tout récemment lors de la Gamescom, il me semble. Oui. Donc, Pix le chat va sortir sur PS4 et PS Vita. Donc, ce sera pour... en gros... Octobre-novembre. Octobre-novembre, très bien. Est-ce que depuis cette présentation qui a été faite donc, lors de la Paris Games Week 2013, donc ça fait un petit moment, des choses ont changé? En quoi le jeu a... Est-ce que vous avez rajouté des niveaux, des modes? La version qu'on a présentée à la Paris Games Week, ça doit être à l'heure actuelle 8% du jeu. C'est-à-dire le jeu a beaucoup grossi. On a commencé à le présenter au public pour voir la réaction des gens avec la manette en main, voir comment ils jouaient, comment ça se passait, est-ce qu'ils étaient contents, pas contents, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, qu'est-ce qui était compliqué, moins compliqué. Et suite à ça, après on a déroulé la plate pour en faire un vrai jeu. Donc là on avait présenté uniquement le mode arcade qui est dans le mode principal qu'on appelle le mode plat principal, je crois, main. Depuis, on a rajouté un mode plus facile parce qu'on s'est aperçu que les premières parties étaient un peu compliquées. On s'est aperçu que... Non, je l'ai vu jouer. C'est pas vrai. Ça avait joué, on a vu que je faisais ça. J'ai découvert le jeu tout à l'heure. Putain. On a rajouté un mode compliqué qui tire vraiment les marrons du feu du mode fractal, on descend, on remonte, on a sa queue qui s'enroule sur plusieurs niveaux de fractalité, etc. Donc ça c'est le mode qui tire vraiment les marrons du feu. On a fait un mode daily, quotidien, où tous les jours on a des nouveaux niveaux. Et puis, grosse nouveauté, on a fait un mode multi à 4 sur la même borne. Donc ça a donné lieu à d'autres sorties de la borne qui s'est baladée dans différents bars parisiens où chaque fois elle est restée 2 semaines. Donc chaque fois on a fait une petite soirée de lancement, on a présenté le jeu, on a regardé les gens jouer et puis on a laissé la borne sur le site pendant 2 semaines pour que les gens jouent et puis on allait parler au patron, dire alors est-ce qu'ils aimaient bien, qu'est-ce qu'ils ont dit. De temps en temps on faisait les clients mystères, on venait, c'est bien ce jeu, non c'est pourri, oh, merde, pourquoi c'est pourri, ah parce que... Bon, voilà, donc on a appris à faire mieux.
Donc on remercie tous les gens qui nous ont accueillis. On a commencé à faire tourner la borne, je pense, en peut-être janvier dernier à peu près. Enfin, il y a eu le Paris Games Week d'abord, qui était donc novembre, je pense. Ouais, octobre. C'était ça. Voilà. Et puis ensuite, on a recommencé, je pense, à partir de janvier, on l'a fait se déplacer à différents endroits. Mais alors justement là, donc on comprend que vous avez tourné un peu le jeu, enfin des versions du jeu ont tourné un petit peu partout dans les bars et tout. Vous avez dû avoir un nombre de feedback massif dans tous les sens. Est-ce que vous auriez genre un exemple d'un retour qui vous a interpellé et du coup qui vous a amené à opérer un changement dans le développement? Le plus gros, c'est par exemple le mode arcade. Ah bah ouais, le mode multi, mais alors, rien que le mode arcade, on s'est aperçu que les gens croyaient comprendre les règles. Alors on leur demandait, on les faisait jouer, puis on leur demandait alors, c'est quoi les règles de scoring? Alors tout le monde nous expliquait des choses qui n'étaient pas du tout ce qu'il y avait dans le jeu. Et donc on s'est dit, tiens, ça serait peut-être bien de faire en sorte que les vraies règles du jeu, ce soient celles que les gens croient comprendre. Donc globalement, ça nous a amené à simplifier vachement les règles de scoring pour aller vers ce qui était intuitif pour les gens. Donc on s'est arrangé pour qu'on score à peu près toujours de la même façon, que les courbes de score soient à peu près les mêmes, mais on a changé les règles pour qu'elles soient exactement ce à quoi les gens s'attendaient. Qui, pour nous, pour des raisons historiques, n'était pas du tout celle à laquelle on était arrivé avec notre propre idée du truc qu'on avait trimballé sur 2 ans d'essais successifs. Mais il se trouve que les gens avaient tous une idée assez précise des règles de scoring, et on se dit, elle est pas con cette idée-là. Surtout qu'en plus, ce qui était rigolo, c'est que ça recoupait sur des envies qu'on avait nous à la base, sur un rythme de jeu, des mécaniques d'apparence assez simples, et puis avec une certaine finesse pour maximiser la replay value, tout ça machin. Et c'est vrai que ça recoupait sur cette envie-là, sauf qu'on s'était rendu compte du coup avec le retour qu'on s'y était peut-être pas forcément tout le temps bien pris, quoi. Donc ça nous a permis un peu de remettre les fils comme il fallait, quoi, et d'être plus cohérent en fait avec ce qui pouvait venir intuitivement dans la tête des gens quand ils y jouaient pour leur première partie, quoi. Donc c'était plutôt bénéfique, quoi. Puis on s'est aperçu que les gens ne regardent jamais, quand il y a plus qu'une jauge, les gens ne la regardent pas. Ouais, donc trop, on en avait 2, c'était une de trop. Je suis un habitué des jauges, Thierry. Non, c'est vrai. J'adore les jauges. Il y en a plein dans les RPG. Bah ouais. Pix le chat, donc un pur jeu d'arcade, inspiré, comme tu le disais dans le petit sujet, et c'est vrai qu'on prend en main le jeu, c'est évident tout de suite. On a un petit peu de Pac-Man, mais plutôt version CEDX, donc la toute dernière qui est super speed, très arcade, avec des couleurs qui explosent dans tous les sens et des effets comme du gros ralenti, des zooms, etc., qui permettent de créer une tension dans la partie. Et puis on a également Snake, avec le côté, donc on attrape des œufs, et donc on a plein de petits canards ensuite derrière qui nous suivent. En termes graphiques, donc Hervé, tu t'es occupé de la direction artistique du jeu. Est-ce que justement cet ADN arcade t'a amené à faire des choix assez drastiques? Moi, le jeu, je le trouve magnifique, il est très cartoon, etc. Est-ce que tu as pris, t'avais des envies particulières au début? Comment tu as approché l'ADN? Alors, j'avais pas forcément une vision très claire du jeu. C'est rare d'ailleurs quand à l'avance je vois pas forcément sur quoi ça va aboutir. Et là, en l'occurrence, c'était un peu le cas. C'est vrai que ça s'est fait un petit peu, en déroulé, quoi, la DA. Et bon, j'avais des choses de toute façon que j'aime toujours faire, des petits graphismes mignons, colorés. Bon, ça fait partie aussi de mon ADN de graphiste, quoi. Et c'était clair que ça allait déboucher sur quelque chose comme ça. En plus, le côté arcade devait être aussi compensé par quelque chose qui était peut-être un peu plus, parce que j'avais pas envie de rebuter avec quelque chose de trop exigeant visuellement. Je préférais miser sur des choses plutôt simples et colorées, quitte à pouvoir en mettre plein, à la limite. Parce que c'était ça aussi le truc. Je voulais pas brider le game design parce que trop riche visuellement ou trop compliqué à lire. On avait pas mal de contraintes de zoom, de dézoom à faire rentrer dans cette prod. Du coup, visuellement, je savais très bien que quoi que je dessine, ça pouvait être vu comme ça à comme ça, quoi. Et ça a vachement drivé la lisibilité et la manière dont j'ai stylisé un peu la patte de Pixel 4, quoi. Et en plus, ça a pu t'éclater, puisque du coup, t'as un système donc, avec les combos qui se remplissent, etc. Visuellement, le jeu arrête pas d'évoluer. Donc en mode Fever, le filtre visuel est complètement différent, les couleurs sont pas les mêmes. Mais ça, c'est chouette aussi, parce que c'est vraiment pour le coup le genre de choses que le graphiste tout seul dans son coin ne peut pas avoir en tête. Là, pour le coup, il est obligé de bosser en binôme, main dans la main, avec un codeur, pour que tous les deux puissent s'alimenter et arriver à quelque chose de suffisamment complexe. Le fait est que, et ça c'est quelque chose que je trouve assez fascinant d'ailleurs dans
certains jeux auxquels j'ai pu jouer, c'est ce truc de me dire, la personne qui a dû expliquer à un moment à l'équipe ce qu'elle avait en tête, elle a dû morfler à ce moment-là. Et en fait, c'est juste que bien souvent, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est un processus, franchement, où chacun apporte son truc. Et au final, on arrive à quelque chose de, ah, ok, d'accord, c'est intéressant. J'aurais jamais pensé à ça dès le début, mais c'est arrivé là-dessus et c'est plutôt bien. En résumé, il nous livrait des graphismes super propres, super jolis, super colorés. Et moi, je passais derrière avec mes gros shaders et je défonçais tout et je lui présentais des trucs mais complètement excessifs avec des saturations. Et je disais, hey, regarde ce que j'ai fait. Il y a de bonnes idées, il y a des trucs intéressants, on va calmer tout ça. Donc on calmait tout, puis on arrivé à de nouveau à quelque chose de propre. Je disais, ah, j'ai une nouvelle idée, je recradais tout. Et puis voilà, on a beaucoup itéré comme ça. J'ai beaucoup sali ce qui faisait de propre. Alors le jeu, donc tous les niveaux se déroulent sur un tableau unique, donc il n'y a pas de scrolling. En revanche, on a la possibilité de voir d'autres niveaux sur les côtés, à l'intérieur desquels on peut rentrer. Donc en gros, c'est ce que tu appelles la fractalité du jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ce concept? Alors l'idée, c'est vraiment... Je sais pas si vous avez déjà geeké sur des courbes de Mandelbrot ou des trucs comme ça. Ça s'appelle des fractals. C'est des objets mathématiques. C'est des maths. On parle de maths. Ouais, c'est des maths graphiques. Donc c'est des maths jolis. Division, je suis pas capable de la faire sur un papier. Et donc quand on regarde ces courbes-là, on zoome pour les voir de plus près. Et puis on peut zoomer, et puis on peut zoomer, et puis on peut zoomer à l'infini. En fait, on peut de tout le temps regarder plus précisément. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des patterns qu'on retrouve. Entre autres, la courbe elle-même se retrouve à l'intérieur d'elle-même dans des zones où si on rezoome, on la retrouve encore, on la retrouve, et ça à l'infini. Donc voilà, ça c'était l'espèce de vertige qu'on avait en tête au moment où on s'est lancé dans ce truc-là, c'est dit à quoi ça ressemblerait un jeu dans lequel on puisse zoomer à l'infini, et de manière continue et sans couture en fait. En fait, ça faisait partie dès le départ de l'idée qu'on avait, c'était donc 0.3 pixels qu'Hervé avait fait avec Arkedo. Il avait inventé le petit bonhomme et puis il avait cette idée de pouvoir zoomer dans l'action et d'agir à un niveau micro et puis après de revenir à un niveau macro et de continuer à jouer. Ça, c'était vraiment et quand il avait fait ce truc-là, qui était c'est un tout petit jeu 0.3 pixels, donc Hervé avait fait à la fois le game design, le level design, les graphes. Et Maïven d'Arkedo avait fait le code. Et quand j'ai vu qu'ils étaient partis là-dessus, j'ai dit putain, c'est génial. D'abord, j'étais dégoûté de ne pas pouvoir le programmer moi, parce qu'il se trouve qu'on avait autre chose à ce moment-là, on pouvait pas. Je dit, un jour, on fera ce jeu-là où on peut vraiment zoomer. Et ils n'avaient pas eu le temps dans 0.3 pixels, ni le budget d'aller vraiment au bout de l'idée. Donc le début de ce jeu-là, c'est de dire, ok, donc le truc du zoom, là, on va le faire, mais on va le faire pour de vrai. Donc il faut qu'on puisse zoomer à l'infini dans le jeu et que on soit pas à un seul niveau de zoom à la fois. Le but, c'est qu'on soit en permanence à cheval sur plein de niveaux de zoom. Donc à quoi ça pourrait ressembler un jeu? Ça veut dire que sur un niveau, on peut rentrer à l'intérieur du niveau, mais en ressortir et ensuite se balader un petit peu partout et rentrer par une autre porte, et de manière justement à jouer toujours avec sa file de canard derrière nous, qu'on ne peut pas, avec lesquels il ne faut pas rentrer en collision. Ben en fait, la file de canard, elle est venue de cette envie d'être à cheval sur plusieurs niveaux inclus les uns dans les autres. Parce qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut être à la fois à un zoom niveau x1, x10, x100, x1000, et le tout en même temps, et d'avoir une continuité sur tous ces niveaux-là. Donc forcément, il fallait bien avoir une espèce de fil de truc derrière. Et c'est ça qui a entraîné au final tout le truc de Snake. Donc au final, on est arrivé dans un jeu dans lequel on a une espèce de Pac-Man. Dans un niveau de Pac-Man, c'est un labyrinthe dans lequel il y a des murs. Dans les murs, il y a des niveaux. Dans lesquels il y a des murs. Dans lesquels il y a des niveaux. Dans lesquels il y a des murs. Dans lesquels il y a des niveaux. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que sinon ça peut durer longtemps. C'est le principe de la fragilité. Et du coup, ce qui est excellent, c'est lorsqu'on perd sa partie, donc on a pu voir ça souvent avec Médoc, c'est le joueur est éjecté et donc ça dézoome complètement. On voit tous les niveaux qu'on a pu franchir, un par un, qui apparaissent, tac, 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 et on arrive au début. À nouveau. Et le but, c'était vraiment que ce soit pas fake, ce truc-là. Tunnel, en fait. Voilà. Donc en fait, en permanence, tous les niveaux existent en même temps. Et s'il y a une petite tête de mort qui est en train de tourner au niveau -5, on la voit. Donc on peut l'anticiper. Donc quand on devient vraiment bon, on a moyen d'anticiper. Bon, d'abord on joue juste dans le niveau où on est, après on anticipe avec le niveau du dessous, et après on peut même commencer à regarder le niveau du dessous. Et rien de tout ça il n'y a pas d'arnaque en fait. Les niveaux existent vraiment. Ouais, donc parce que vous auriez pu faker tout ça. Bon, ça serait avec quelques effets. À partir du moment où tu as la queue, non. À partir du moment où tu as la queue et tu autorises les mecs à remonter, ils peuvent remonter jusqu'au début s'ils veulent et redescendre par une autre porte. Donc effectivement,
t'es bien obligé de faire la queue qui se déroule. Et donc il y a un mode, ou le mode arcade ou je sais plus quoi, où il y a une dimension aléatoire de génération de niveau, n'est-ce pas? C'est ça. Le mode principal, le mode main, puis ensuite tous les plus compliqués, sont générés à chaque fois de manière aléatoire. À chaque niveau, il y a de l'aléa. Donc, comme une partie se passe dans un monde qui a une 50aine de niveaux inclus, les uns dans les autres, et ben à chaque niveau, on a, je sais plus combien, on a 6 fois 4... On a à peu près 24 variantes différentes de chaque étage, qui sont level designées. Hein. Donc c'est pas de la génération procédurale, parce que c'est dur d'avoir un gameplay tendu d'arcade avec du score sur un truc complètement procédural. C'est une palette de niveaux, et ensuite il y a un choix aléatoire. Voilà. Et en plus, donc on les flippe, on les tourne, on les zappe, etc. Donc, mais donc c'est du coup parce que pas de par cœur. Voilà. Mais alors même que le jeu. Et un des intérêts, ça reste le scoring. Absolument. Il y a du challenge, mais là, du coup, tu peux pas appliquer tes méthodes de scoring d'habitude, à savoir le par cœur. Disons qu'il faut toujours rester un peu aux aguets, quoi. Voilà. C'est-à-dire que on va forcément maîtriser, le joueur va être amené à maîtriser de plus en plus les différentes features de scoring, etc. Mais c'est vrai que le truc embêtant, c'est à côté de ça, le par cœur, ça peut avoir un côté sympathique, mais il y a quand même une limite, quoi, et, en termes d'amusement à faire du par cœur. Donc, ce qui était rigolo, c'était toujours au moins se donner la possibilité de réveiller le joueur en disant « Attention, là, tu pensais que tu connaissais. Bon, fais gaffe, parce que là, ok, tu l'as vu venir, mais le tour d'après... bien sûr. Voilà, d'autant que vraiment, avec ce principe... là, tu dois avoir un œil. En même temps que tu remplis ton niveau, donc tu prends tes œufs et tes canards et trucs, tu dois avoir un œil sur le prochain niveau et parfois même sur celui d'avant pour essayer d'emprunter le chemin le plus court pour marquer des points, pour faire ça bien. Donc tu nous avais fait une petite démonstration tout à l'heure. À mon niveau, là, tout de suite, je serais incapable de faire ça. Je joue, je prends des... tu peux pas regarder c'est pas possible. Il y a une vraie courbe de progression. C'est vrai, c'est énorme. Voilà, le progressement est vraiment énorme. Nous, ça fait 3 ans qu'on joue au jeu. On sait qu'on va pouvoir se faire battre, mais on a déjà un petit niveau. Et on voit effectivement la distance qu'il y a par rapport à quelqu'un qui prend la manette. Et nous, quand on joue, effectivement, il y a beaucoup de progression. Mais c'est ça que j'avais adoré dans Pac-Man CE, DX, etc. C'est que tu te dis, putain, avant d'atteindre le niveau des mecs dont je vois le Ghost, là, je sais pas combien il faut d'années, mais il faut du temps. Et donc là, évidemment, on a repris aussi cette idée-là, de voir le Ghost du mec au-dessus de moi dans le leaderboard, pour voir comment il fait, de pouvoir gagner, parmi les objets que tu débloques, il y a le Ghost des développeurs aussi. Donc voilà, il y a moyen d'apprendre par les compétences des autres, s'apercevoir que, mais pourquoi est-ce qu'il est en train de tourner en rond là? Ah d'accord, parce qu'il prend de la vitesse sur les murs, mais je savais pas qu'on pouvait prendre de la vitesse. Bref, voilà, d'avoir toutes les petites astuces que tu découvres en voyant les autres jouer, et toi du coup en essayant de comprendre pourquoi il fait ça, etc. etc. Et effectivement, le côté aléatoire, par contre, on a vraiment l'aléatoire, on le maîtrise, c'est-à-dire il y a dans le mode simple, dans le premier mode, l'introduction, il n'y a pas d'aléa du tout. Donc le but, c'est que vraiment les gens soient à l'aise et essayent d'optimiser à bloc le score qu'ils feront sur ce niveau qui est toujours le même. Toujours le même. Et donc ça permet vraiment d'aller voir qu'en passant par là, je gagne 3 cases, et du coup, si j'ai gagné 3 cases là, dans le niveau du fond, j'aurai 3 cases de plus, donc je pourrais aller casser la tête de mort qui va me rapporter. Donc vraiment de tendre le truc comme un arc. C'est s'entraîner bien maîtriser. Ensuite, on rajoute dans le main, on rajoute un aléa pour lui qui est à chaque partie, mais en garantissant que chaque partie va générer le même nombre de points. C'est à peu près sûr. Et ensuite, dans le mode quotidien, là, il y a un aléa, mais qui est par jour. Donc chaque jour, on a le même aléa pour tout le monde, et du coup, on peut se taper la bourre sur exactement le même niveau pendant 24 heures. Donc, et là, pour le mode quotidien assure une durée de vie assez importante, du coup, à Pixel Chat, parce que tu as de nouveaux défis tous les jours. C'est ça. C'est exactement le but. Leaderboard et compagnie. Voilà, leaderboard de 24 heures. Parfait. Et je crois qu'il y a des modes qui n'ont pas encore été annoncés, mais d'autres modes vont arriver. Est-ce qu'il y en aura, sans nous détailler exactement les modes, nous dire combien il y en aura? Alors, il y a combien? 5? 4 modes de jeu vraiment complètement différents. Okay. Donc il y a le mode arcade dont tous les déclinaisons, l'intro, le plat de résistance, le machin, le daily, tout ça, tout ça s'appelle l'arcade. D'accord, le daily est dans arcade. Okay. Dans arcade. Il y a le mode multi, donc 4 joueurs sur la même borne en fight, le dernier vivant a gagné. Avec des tas de particularités sur quand on est mort, en fait on n'est pas mort, on peut revenir dans la partie, etc. Et puis 2 autres modes surprises, qui sont des surprises, mais qui sont des surprises grosses. C'est-à-dire elles sont à peu près la taille d'un jeu. Okay. C'est bien en termes de surprise, c'est pas mal. C'est ça.
On a un mode rétro avec qui est un vibrant hommage aux jeux vidéo des années 20-30. Rappelez-vous, quand vous jouiez à Steamboat Willie, c'était merveilleux. Éclaté sur celui-là. Là, on a eu la chance de le voir un petit peu, c'était vraiment magnifique. En effet, ça fait penser un petit peu, tu le disais, à Steamboat Willie. Donc c'est très 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 joli. Et donc oui, là, on s'est payé le luxe de se dire, tiens, on va se faire un mode de jeu dans lequel on refait tous les graphes. On refait tous les niveaux, on refait même les principes de base du gameplay, il y a une vraie variante, une vraie grosse différence. Qu'on va pas détailler parce que c'est une surprise. Ouais, on va regarder ça. C'est des petits. Alors ce mode-là, c'est en mode bonbon. C'est-à-dire chaque niveau a une petite surprise. C'est les bonbons surprises de Bertil Crochu. On les met dans la bouche, on sait pas quel goût ça aura, et le prochain aura pas forcément le même goût. Il y a des goûts caca aussi. Et puis on a évité. Et puis il y en a encore un autre. Là pour le coup, on vous laisse le secret, mais pour lequel il y a énormément de contenu aussi, avec un gameplay qui est encore complètement différent, et encore des graphes qui sont complètement différents. Mais déjà, avec le mode multi, à 4, donc nous on l'a essayé à 2, il y a déjà moyen de prendre beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, donc évidemment, on a dû jouer contre Fabien, c'était pas facile, tu t'es fait rudoyer de manière systématique. Moi, il me semble, tu confirmes. Hein. T'as mieux résisté, ouais. Ouais, voilà. Alors, attends. Non, mais on met à la vanne. Voilà. Alors, du coup, moi, j'ai pris la manette et j'ai fait le mode normal. Qui a plus assuré en mode normal? Ça, en mode normal, c'est de toi de très 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 loin. Oui, mais j'avais les doigts. Il a fait 600 000 points à la première partie en mode arcade, ce qui est remarquable. Et Médoc, il devait avoir fait 6 000 points. Putain. Mais non, mais parce que moi, je suis contre un humain, moi, c'est le challenge. C'est ça qui m'intéresse. Ok, l'ordi est pas... Mais lui, c'est l'humain avant tout. Mais oui, c'est ça, c'est l'aventure humaine. C'est l'expérience. Moi, je suis là pour l'expérience. Justement, aventure humaine. Dernière question. Comment s'est passée exactement votre rencontre avec Sony, puisque le jeu va sortir exclusivement au départ, en tout cas sur PS4 et PS Vita. Vous les avez rencontrés à quelle occasion? Alors, on les a rencontrés sur un endroit sympa qui s'appelle Twitter. Ouais, où on rencontre des tas de gens. Ah, c'est même pas sur un salon du coup, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. C'est ça. Okay. Il y a un monsieur qui s'appelle Shahid Ahmad qui est très actif sur Twitter et qui communique depuis longtemps. Scout. Il cherche les. C'est ça. Il fait du scouting sur des jeux indépendants. Ouais. Donc je le suivais comme beaucoup de gens pendant longtemps, et puis un jour on s'est dit mais quelle va être la version lead de notre jeu, sur quoi on va la sortir, et en fait nous on s'arrange toujours pour développer nos jeux sur notre framework qui nous permet de décider au dernier moment de la plateforme cible en fait. Okay. Pendant très longtemps on développe le jeu sans savoir sur quoi ça va sortir, et quand on est à 6 mois, 8 mois de la sortie, on se dit bon aujourd'hui quelle est la plateforme qui nous donne les meilleures chances d'être vue. Parce que mine de rien, la première plateforme sur laquelle sort un jeu, c'est là qu'on va avoir de la visibilité, parce que le jeu n'existait pas avant. Et donc la question c'était aujourd'hui, donc on est en décembre de l'année dernière, quelle est la plateforme qui va nous offrir les meilleures possibilités d'être visible. Et donc là, nous expliquer à demi-mot pourquoi ce n'est pas sorti d'abord sur Wii U. Je suis désolé Nintendo, je suis fan, mais là, le parc installé tout petit, donc voilà. Et donc on s'est dit, la PS4, on était juste au moment où on commençait à voir les courbes de vente qui décollaient d'un côté, qui décollaient pas trop de l'autre. Nous-mêmes, on avait la console, on dit, elle est bien quand même, elle est bien. Donc du coup, ça coûte rien, envoyer un petit message à Shahid en lui disant « Salut, on a fait ce jeu-là, est-ce que ça te plairait ?» Et donc, il nous a répondu... C'est vous qui avez initié le contact, du coup. D'accord. Il nous a répondu, je pense, le lendemain, en nous disant... je crois que l'expression qu'il a dit, c'est ce que vous m'avez envoyé appuie sur tous mes boutons. » Quand est-ce qu'on se voit? Donc on est allé le voir la semaine d'après, je crois, on a pris l'Eurostar, on est allé à Londres, on lui a fait une démo. On est resté. Et là, ce qui était génial, c'est que on a passé 4 heures. Je pense qu'au départ, on devait se voir 1 heure. On s'est vu 2 heures finalement. Et puis il y a eu la pause déjeuner. Il a fait, on se revoit après le déjeuner. Donc on s'est revu 2 heures après le déjeuner. Et donc je suis parti. Il m'a dit, on s'est serré la main. On dit, on va bosser ensemble. Hein. Je dis, oui, quand même, on va voir le contrat. Oui, mais on va bosser ensemble. Et ce qui est génial, c'est que les gens que j'ai rencontrés ce jour-là sont aujourd'hui encore nos producers. C'est eux qui valident nos milestones. C'est eux qui nous font des retours sur le jeu, qui nous disent voilà comment ça va se passer pour les assets. Les machins. On a une espèce de liaison, de lien avec eux qui est humaine, avec des gens. Et pas avec un comité de direction, avec des green light meetings, avec des gens qui s'appellent b712@sony.com. C'est juste des gens, et c'est toujours les mêmes, qui nous ont signé le truc en décembre, et qui aujourd'hui nous font le producing, et nous disent quand est-ce qu'on va sortir, etc. Et donc c'est super. C'est chouette. C'est vraiment super.
Cool. Bah, félicitations. Donc on a hâte de voir le jeu, de pouvoir le prendre en main. Ouais. J'ai hâte de pouvoir coller des petites tôles en mode arena à Médoc, parce que du coup ça se vante un petit peu, mais au final, ouais, je sais pas ce que ça vaut vraiment. Et donc merci encore. Et puis dès que vous avez plus d'infos sur les prochains modes, n'hésitez surtout pas à les communiquer. Et puis on vous donnera également très rapidement les dates pour le bar tour un petit peu de la borne d'arcade Pix le Chat, qui devrait tourner jusqu'à encore quelques semaines, là jusqu'en jusqu'en octobre. Donc voilà, on vous tient au courant pour toutes ces dates. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci Médoc. Et on se retrouve très vite pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.